Bonjour chère auditrice, bonjour chers auditeurs et bienvenue sur cette chaîne de podcast Zen Attitude chez Zenome. Donc je suis Stéphanie Jasny, je suis énergéticienne, médium et passeuse d'âme et je travaille au sein de ma micro-entreprise que j'ai ouverte en janvier 2023. Donc vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux sous le nom de Stéphanie Zenome, mais également sur mon site www.zenome.fr. Vous y trouverez les nouveaux accompagnements que j'ai mis en place pour la rentrée de janvier 2024 et je vous invite à vous inscrire à ma newsletter pour vous tenir informé sur les prochaines initiations qui sont possibles et les prochains stages de passeur d'âme. Tout ça, je le partage dans ma newsletter, donc n'hésitez pas, c'est gratuit. Je vous laisse maintenant profiter de cet épisode. Je suis ravie de vous retrouver dans ce nouvel épisode. Ça fait un moment que je vous disais qu'il fallait que je reprenne les lectures de Seth. Je parle souvent d'extraits de ce livre, Seth parle. Et ça y est, je me suis lancée dans la relecture de ce livre, donc avec le tome 1. Alors pour un petit peu faire l'introduction de ce livre, un petit peu pour vous expliquer comment il a été écrit. Donc le titre, c'est pour le tome 1, c'est Seth parle, l'éternelle validité de l'âme. Donc Seth est une personnalité qui parle à travers Jan Roberts, l'auteur. Et en même temps, c'est pas tout à fait elle qui a écrit le livre, c'est elle qui se faisait traverser par cette personnalité, donc qui partage son expérience, ses vérités, du coup de l'autre côté. Et donc c'est son mari qui, à travers un dialogue avec Seth, a fait en fait les enregistrements et la retranscription de ces séances. Donc à chaque fois, dans le livre, vous avez une partie où c'est écrit en italique. Et du coup, ça, ce sont les pensées ou les remarques du mari. Et tout ce qui est écrit, droit, pas en italique, eh bien, c'est le livre de Seth. Et donc, Seth, dès le premier chapitre, explique qu'il écrit ce livre sans être incarné sur notre plan. Et donc, à travers la préface de Jan Roberts, elle nous explique que même elle, au début, elle a douté, à savoir si c'était pas un trait de sa personnalité, en fait, qui s'exprimait. Et elle s'est aperçue que quand elle fait comme ça des enregistrements, parce qu'elle est écrivain, donc elle écrit des livres, et si elle fait des enregistrements, si elle ne réécoute pas, elle perd le fil de ses pensées. Là, les retranscriptions, donc généralement les séances se font le lundi et le mercredi, et parfois le jeudi si jamais c'est décalé, et donc cette personnalité, Seth, ne perd pas le fil de ses pensées. Donc elle se dit à chaque fois, non, en fait ça peut pas être moi qui est en train de vous expliquer le livre, de faire autre chose, parce que je suis incapable de partager comme ça, comme il fait. Et en plus, elle explique qu'elle n'a pas les mêmes traits d'humour, ni la même personnalité que cette personnalité qui s'exprime à travers elle. Et en plus, elle a fait aussi des séances avec ses étudiants où eux peuvent témoigner aussi. D'ailleurs, il y a même une vidéo sur YouTube, vous pouvez aller la voir. Jan est plus du tout la même quand Seth parle à travers elle. Elle prend même différentes intonations, différents accents, parce que cette personnalité, elle aussi explique, Seth, qu'elle doit s'adapter aussi à cette façon de communiquer avec nous dans la matérialité. Comme ce n'est plus une personnalité matérielle qui s'est incarnée là sur ce plan, du coup elle a besoin de cette adaptation. Et donc dès le début, il nous explique comment c'est possible avec Jan, parce que voilà, les deux se connaissent depuis longtemps et qu'elle était prête à ça, à pouvoir faire cet échange énergétique. Donc il y a toute cette explication-là. Donc c'est un livre vraiment super intéressant qui a beaucoup changé de choses chez moi. Et dès le chapitre 1, il nous explique que à travers la lecture, non seulement il s'adresse à nous, lecteurs qui est en train de lire, mais aussi à nous, tout notre corps. C'est comme si qu'il y avait
un rappel des mémoires, un petit peu un encodage qu'on refait au niveau des cellules pour nous rappeler tout ça. Alors bien évidemment, vous êtes absolument libre de croire ou non à ce qui est dit dans ce livre, à comment il a été fait, comment il a été rapporté, mais c'est juste pour vous expliquer voilà, que le fait de lire ce livre, ça peut changer pas mal de perceptions, et pas seulement au niveau du mental. Parfois, il y a certains chapitres où mon mental ne comprend pas vraiment tous les principes de physique quantique qui sont abordés, et pourtant l'information passe à travers le corps. Vous voyez, quand j'ai lu ce livre, j'avais des moments où j'avais des vertiges, le souffle coupé, et j'étais obligée d'arrêter ma lecture parce que parfois c'est trop. C'est trop, il y a quelque chose énergétiquement qui passe et il y a besoin d'intégration par le corps. Donc ce livre, je ne vous conseille pas de le lire en une seule fois, de prendre le temps de le lire et de vous laisser imprégner par ces enseignements. Et donc c'est grâce à ce livre aussi où j'ai pu après connecter voilà, à d'autres vies dans d'autres plans. C'est vraiment ce livre qui m'a changé un petit peu toutes ces perceptions sur l'âme, l'âme multidimensionnelle, etc. Et en fait, effectivement, vous ne pourrez pas connecter à d'autres vies, que vous appelez vie antérieure. Vous ne pourrez pas connecter à ces autres plans si vous n'avez pas cette conception d'âme multidimensionnelle. Même chose, c'est pas possible de faire un voyage chamanique si vous ne touchez pas cette notion-là, parce que l'âme multidimensionnelle, c'est vous êtes à la fois dans votre corps et à la fois c'est possible d'être ailleurs. Donc voilà, les prochains épisodes vont être un petit peu sur la lecture de cette parle, où je vais un petit peu essayer de vous partager ma compréhension du texte, ce que j'en retiens, les informations principales. Alors bien sûr avec toute modestie, parce que forcément, comme ce sont parfois des principes quantiques très poussés, ça va au-delà de ce que le mental peut enregistrer et peut comprendre et peut intellectualiser. Vraiment le livre, il est fait comme ça, donc c'est pour ça que j'aime beaucoup ce livre et qu'il a changé beaucoup de choses, au-delà même de la compréhension que je peux en faire. Voilà. Donc c'est parti, on va se lancer dans un nouveau chapitre et à chaque fois vous retrouverez un petit peu comme ça l'introduction pour chaque épisode qui vont venir. Donc c'est parti, on se lance dans la lecture de cette parle, l'éternelle validité de l'âme, donc le tome 1. Chapitre 3. Mon travail et les dimensions particulières de réalité dans lesquelles il m'entraîne. Dans ce chapitre, je trouve qu'il y a pas mal de redites par rapport au chapitre précédent, donc je pense que cette fois-ci je pourrais le faire en un seul épisode, j'aurais pas besoin de couper en deux. Alors ce qui est intéressant dès la première page, c'est qu'il explique qu'aucune pensée n'est cachée à autrui, donc dans sa réalité, toutes les pensées sont partagées ainsi que toutes les personnalités qu'ils ont pu incarner, donc un petit peu toutes les vies où la conscience a pu les emmener. Donc on peut avoir l'impression que nous, dans notre réalité, là c'est une intrusion, mais il tient à nous rappeler en fait que nos pensées sont également connues dans notre réalité, là que l'on considère réalité physique de la matière. Nos pensées sont également connues, elles ne sont jamais cachées, que ce soit pour nos familles, nos amis et précise même pour nos ennemis. Donc en fait tout ce qu'on pense est quand même transmis. Donc ça rappelle un petit peu toutes ces notions que la conscience est partagée, les pensées aussi, en fait tout ce qu'on envoie d'un point de vue énergétique, tout ce qu'on pense, ça influe sur les autres. C'est ce que j'avais essayé de vous expliquer aussi avec l'effet Pygmalion, où quand on envoie quelque chose à la personne du coup reçoit en fait cette information et ne va avoir des comportements qui ne font que renforcer ce comportement ou cette croyance en fait que l'on a sur la personne. En fait quoi qu'elle fasse, nous ça ne fera que renforcer la vision qu'on a des choses. Et en plus je pense que la personne au-delà de recevoir l'information d'une manière énergétique, elle doit aussi la recevoir à travers notre communication non verbale, donc tout ce que l'on envoie, notre attitude de par le corps. Je pense qu'il y a des mécanismes qui doivent voir de façon inconsciente toutes les petites crispations, etc. C'est pour ça aussi que les mentalistes travaillent avec ça, en regardant un petit peu le corps. Et c'est comme ça aussi que, il faut le dire,
les charlatans voyants procèdent. En fait, ils lisent votre corps, ils en tirent des informations pour pouvoir ensuite vous annoncer des choses, etc. Sur vous, qui ne sont pas forcément vraies, mais comme ça va correspondre à votre réponse corporelle, ils vont pouvoir jouer dessus en fait, et vous allez vous laisser en fait influencer par ce qui est dit, alors que c'est pas toujours vrai. Même chose, hein, parfois tout ce qui est médium, etc. En fait, on reçoit une information énergétique, donc on peut recevoir une information énergétique qui est là dans l'instant T, et parfois la mal l'interpréter parce qu'on n'a pas tous les tenants aboutissants si la personne ne nous donne pas plus d'informations. C'est pour ça qu'il faut toujours y aller avec prudence. Donc je vous donne un exemple, ça m'est arrivé quand j'avais travaillé avec l'énergie de l'ours, donc c'était un allié du moment, c'est pas mon animal de clan, c'est pas un animal qui me suit, mais c'est un animal avec lequel je travaille, notamment pour les rêves aussi. Et il y avait une personne donc qui avait des capacités, qui me dit qu'elle ressentait l'énergie de l'ours, que ça doit être mon animal de clan, que je suis porteur de cette énergie, blablabla, que je fais partie, qu'il faut que je cherche ceci, cela. Mais en fait, elle avait juste capté une information de ce que j'étais en train de travailler en ce moment. Moi, je lui avais pas dit plus. Donc forcément, après, c'était son interprétation. Donc c'est pour ça que je dis toujours méfiance à ce que les gens, en fait, rentrent dans votre champ énergétique et peuvent lire. Parce qu'on envoie en fait en permanence beaucoup d'informations et ça peut être déformé par l'interprétation de l'autre. Donc c'est ce qui nous rappelle en fait Seth dans son livre, c'est que toutes ces informations sont partagées de manière inconsciente. Vous n'allez pas dire forcément à l'autre personne que vous la trouvez comme ci, comme ça. Pourtant elle reçoit cette information et dans son comportement, ça va l'influencer et elle va nous faire que renforcer ces croyances que vous avez sur cette personne. Donc voilà, c'est ce qui tient en fait à nous rappeler. Je pense que nous sommes le plus vrai possible au moment, en tout cas pour ma part, quand je suis lors d'un soin. Lors d'un soin, là, je suis vraiment la personne la plus vraie possible. Si on devait faire ma lecture à ce moment-là, je pense que vous ne verrez pas la même personne qui est en train de vous parler. Par exemple, si on va boire un verre à un bar du coin, ça ne sera pas la même personne que vous aurez en face de vous pendant le soin, vous voyez. Je pense que vous aurez une autre lecture de moi si quelqu'un est capable de lire vraiment la personne d'un point de vue énergétique dans sa globalité. Je pense que c'est à ce moment-là où je dois me rapprocher le plus vraiment de ce que je suis par rapport à tous les personnages en fait que je joue à longueur de journée. Hein. On switch d'un personnage à un autre. Le plus important, c'est de s'en rendre compte qu'on a ces mécanismes de personnages pour à travers notre personnalité en fait. En même temps, il nous précise aussi dans son livre que toutes les pensées ne sont pas non plus accessibles en permanence. Ça ne veut pas dire que nous sommes un livre ouvert, bien au contraire, parce que il y a des sortes d'étiquettes, des bonnes manières en fait, des codifications du mental de comment rentrer. Donc ça revient toujours à si on donne l'autorisation à l'autre de rentrer, il rentrera, mais alors après il rentre pour peut-être tout et n'importe quoi. D'où toujours prudence à qu'est-ce qu'on laisse rentrer dans son champ énergétique et pourquoi faire. De toute façon, quoi qu'il arrive, je pense que rien ne peut rentrer dans votre champ, ou en vous-même, si on va un peu plus loin, sans votre accord. À partir du moment où vous vous sentez un petit peu perméable à ça, c'est que c'est vous-même en fait qui avez un petit peu autorisé ça. Donc peut-être que c'est l'expérience que vous allez vivre en ce moment dont vous avez besoin. Donc voilà, il y a plein d'explications possibles. Mais je pense que ça vient toujours de nous, de ce qu'on est capable de laisser rentrer, peut-être pour apprendre une leçon, recevoir une information. Ça peut pas rentrer, à mon avis, sans notre accord, même si cet accord est inconscient, en fait. Voilà. Alors dans tout ça, la personnalité 7 garde quand même beaucoup d'humour, parce qu'il explique qu'une fois qu'on a compris qu'on est né et mort plusieurs fois, on se rend compte à quel point ce que l'on vit est une vraie comédie, en fait. Il n'y a pas de fin... c'est pas l'anéantissement final comme il dit dans son livre. Donc en fait, à la fois c'est un sujet très sérieux qu'il est en train de nous expliquer, développer, mais en même temps, il prend ça avec humour et légèreté, ce qu'on devrait au final aussi faire, bien que on a du mal à envisager que ça peut être forme d'humour, de jeu, de comédie, parce que pour nous c'est notre vie qui est en jeu, donc c'est pas forcément très drôle, on n'a pas forcément envie de rire, on a envie de vivre plutôt des bonnes choses. Mais voilà, c'est ce qui tient à nous rappeler. Et même chose, le fait que chaque personnalité est capable de créer d'autres extensions d'elle-même, d'autres personnalités avec la multidimensionnelle, ça n'enlève en rien la validité de chacun, de chaque expérience. Et en même temps, comme chacun a après ses propres intentions, ses propres missions,
Une fois que la personnalité est créée, on n'a pas de pouvoir en fait sur elle. Donc du coup, elle va développer son chemin, son parcours selon ce qu'elle a besoin de traverser, ce qu'elle a envie de traverser, de vivre, etc. Et du coup, il précise que ça peut prendre parfois des tournures inattendues. Donc quand il y a cette création, à la fois il y a un peu d'imprévu au résultat en fait de ce que ça va donner, puisque chacun a son intention propre. Donc ils font pas ça de manière anodine, créer une personnalité comme ça, donc c'est toujours réfléchi. Mais en même temps, il y a quand même cette idée de lâcher prise, de prendre ça avec humour, puisque de toute façon, le résultat attendu peut être parfois inespéré, surprenant. Donc en même temps, il faut s'en détacher. Ils sont pas responsables de ce que chaque personnalité va faire, qui a été créée, bien que ils leur ont donné cette existence-là. Donc c'est un peu ce que fait du coup notre âme, hein. Elle s'incarne en plusieurs personnalités pour récolter des informations, mais elle sait pas vraiment ce que chaque personnalité va faire, va ressentir, va vivre. Elle lance en fait une expérimentation pour récolter les infos pour l'éveil, pour augmenter dans son évolution spirituelle. Mais du coup, chacun a son existence propre, avec ces vérités qui sont tout autant valables, même si en plus les vérités peuvent être contradictoires, parce que du coup on peut être deux personnalités qui pensent complètement opposées, et quand on se réunifie dans l'âme, même si on est opposé, si on avait des avis complètement divergents, c'était juste une expérience, donc après on arrive au point d'équilibre, on fait quand même partie de la même chose, on vient du même point d'origine, on fait partie du même tout. Qui peut parfois être difficile quand on regarde là en bas en se disant, en voyant les croyances des autres, en se disant mince, je partage, même avec l'autre qui croit à ça, je partage la même conscience, le même tout avec lui. C'est un peu compliqué quand même de l'envisager sur Terre. Forcément. Parce que là, on est en plus dans une réalité duelle. C'est ce que je vous avais expliqué dans les épisodes précédents. Si vous les avez pas écoutés, je vous invite à le faire. Mais comme on est dans une dimension duelle, forcément, on est venu se confronter à ça, donc... Forcément, c'est notre but ici qui peut paraître un peu contradictoire de dire pourtant on est tous un. On est ensemble et on œuvre en fait ensemble, même quand on n'œuvre pas dans la même direction. Comme Seth nous rappelle aussi que c'est un enseignant et que il voyage de dimension en dimension, de réalité en réalité, à travers les consciences, pour pouvoir rentrer en communication et donner les informations là où il doit aller. Il saute un petit peu comme ça de réalité en réalité et ça pourrait donner l'impression que c'est un peu n'importe quoi, ils vont n'importe où, n'importe comment, alors qu'en fait c'est un peu un jeu, c'est ce qu'il appelle un jeu responsable, parce que il se jette pas à travers des dimensions comme ça sans rien, sans vraiment de but. C'est toujours aussi dans leur expérimentation d'aller voir jusqu'où leur conscience peut les emmener et voir ce qu'ils peuvent faire. Parce que encore une fois, après, il faut qu'ils s'adaptent aussi à l'environnement où ils vont devoir apprendre à communiquer. Et alors ce qui est super intéressant, c'est qu'ils précisent que dans ces sauts qu'ils font à travers les dimensions, ils laissent chaque fois des indications, le chemin et un peu des panneaux indicateurs pour pouvoir diriger d'autres consciences qui viendraient à passer là. Donc comme si qu'ils préparaient le chemin est balisé. Donc il y a ces sauts qui font à travers les dimensions qui peuvent paraître aléatoires et en même temps non, c'est pas aléatoire, ça prend forme et ça crée du coup le chemin pour les autres en fait. Les nouveaux qui arriveraient à ce plan-là d'existence et qui auraient besoin eux aussi d'expérimenter. Ça fait un petit peu penser à ce que fait le travail du chaman, être le pont entre les différents mondes. Les ponts sont là, les ponts existent, sinon on ne pourrait pas y sauter. Et le chaman, lui, fait ces ponts, il se connecte à ces ponts, en fait il les ouvre. Hein. Même parfois, par exemple, il y a des énergies supérieures, notamment les dragons, qui font ces passages, qui nous montrent comment passer d'une réalité à une autre, quel couloir emprunter, pourquoi, comment. Donc à nous de voir après quand on est prêt à s'y engager ou pas, parce qu'il y a quand même une certaine énergie dans ces vortex, ces couloirs, ces passages, ces ponts. Mais voilà, les chemins en fait sont faits, ils sont là, ils sont créés peut-être par d'autres pour nous aider, pour nous guider, et à nous de voir si on veut les emprunter ou non. Tout est expérimentation, même pour eux, au final, même s'ils sont dans un plan de conscience un peu plus élevé, ils expérimentent encore. Ils sont en train d'expérimenter jusqu'où leur conscience peut les emmener, jusqu'où ils peuvent rentrer en communication avec d'autres plans, etc. Donc ça s'arrête un petit peu jamais, c'est toujours à l'infini, et envisager l'infini, parfois ça peut être un peu perturbant. Ça nous fait regarder les choses différemment sur notre réalité,
ce qu'on pense être ici en tant qu'être humain, et ça relativise un petit peu sur notre ego, sur notre importance ici. En fait, on est en bas, on est encore des bébés, au final, on est encore en train d'apprendre. Et pour rentrer en communication avec Jane Roberts, avec l'auteur, il explique qu'il connaissait en fait les dons psychiques qu'elle avait depuis qu'elle était enfant. En fait, il avait préparé le travail depuis longtemps. Ça s'est pas fait comme ça du jour au lendemain. Non seulement il connaît cette personnalité depuis plusieurs années, siècles, selon comment on le définit là sur notre temps terrestre, mais en plus il l'avait préparé aussi depuis son enfance jusqu'à ce qu'elle ait son âge là adulte, où elle a pu entrer en communication par cette expansion de conscience en fait. Donc il a été un petit peu là tout le long de sa vie, à différentes étapes. Donc pour Jane Roberts, c'est comme si qu'il avait été là dans le passé, de son enfance jusqu'à ce qu'elle est maintenant, jusqu'à son présent. Mais en fait pour lui, il est à cet endroit-là, et cet endroit-là, et cet endroit-là en même temps. En fait, il est en train de tout préparer en même temps. Il n'y a pas tout à fait la même temporalité. Donc il sait ce qu'il est en train de préparer dans son enfance pour pouvoir entrer en communication une fois plus grande. Il a fait tout ce travail-là. Donc ça peut paraître étrange. Encore une fois, je pense que ça dépasse un petit peu notre compréhension terrestre. On est vraiment très limité et on a du mal à se dire que même là, par exemple, nous adultes, on est peut-être en train de soigner des passages de notre enfance qui ont été douloureux. Et pourtant, je pense qu'on le fait parce que quand on vit des épreuves, pour s'en relever, il y a quand même quelque chose qui vient nous donner un coup de pouce. Qu'est-ce que ça peut être d'autre à part nous-mêmes ? Alors ça peut être forcément, si vous croyez en Dieu, aux guides, aux anges, aux archanges, ils peuvent être là mais ils font pas à votre place. Donc c'est toujours vous êtes le moteur. Et une fois adulte, il faut se rendre compte que vous êtes tout ce que vous étiez quand vous étiez enfant, et vous êtes également tout ce que vous allez être en devenir quand vous êtes une vieille personne. Vous êtes tout ça même maintenant, à l'instant T. Donc c'est un petit peu ce qu'il fait. Il a ce plan large de voir à travers la vie de Jane Roberts toute sa conscience, tout ce qu'il a préparé, parce que tous ces plans font partie d'elle-même, qu'elle soit enfant, vieille dame, adulte, tout ça fait partie d'elle, et lui il a juste la vision globale sur tout, et il sait quoi faire, où l'emmener et comment partager, parce qu'elle était aussi ouverte à ça. Ils ont travaillé dans l'autre plan sur ça aussi, parce que quand on s'incarne, on vient aussi avec certains buts, certaines idées. C'est pour ça, en fait, on fait un petit peu des choix avec certaines âmes, de vivre certaines épreuves. On ne sait pas toujours comment ça va se passer, ni ce qu'on va ressentir au final, hein, ni comment on va vraiment réagir. Mais là, c'est ce qu'on a choisi, en fait, c'est de vivre cette expérience. Donc c'est là où à la fois je pense que, quelque part, c'est écrit ce que l'on va vivre, mais en même temps on a le libre arbitre de comment on va réagir, pourquoi, ce qu'on va en faire, comment on va le travailler. Puisque ça, de toute façon, au-dessus, il n'y a pas tout ce qu'on est en train de vivre en bas, tout ce qu'on va ressentir, vivre, la souffrance, la douleur, les épreuves. On est en train d'apprendre tout ça, donc on vient pour ça aussi. J'ai perdu le sens de ma phrase, ce que je voulais vous dire. Donc ça aussi, ça n'a pas de sens, c'est normal. Mais ça doit avoir un sens quand même, quelque part. Et dans notre plan 7 tient à nous rappeler qu'on est conditionné bien avant notre naissance à être limité et à voir aussi ce monde qui nous paraît physique et réel de cette façon. C'est comme si il y avait cet encodage en fait de la réalité, et on donne accord à cet encodage, qu'on donne crédit, et que ça lui permet aussi son existence, et du coup par extension de notre existence aussi dans ce plan matériel. Si on n'y croit pas, on ne peut pas y vivre, on ne peut pas s'y connecter. Donc il y a tout ce travail là, et en même temps du coup, c'est pour nous rappeler à quel point le monde qui nous entoure, en fait, n'est qu'une illusion. C'est ce qu'on se construit, en fait. C'est à la fois ce qu'on se construit, ce qu'on s'imagine, et en même temps, c'est ce que la pensée collective construit et s'imagine. Il y a ces deux plans-là, en fait, on s'est un peu tous mis d'accord, voir et ressentir, en fait, la même chose pour que les objets aient la même forme et soient compris par tous. C'est un petit peu comme... si on remettait ça sous forme de langage, où on va se mettre tous d'accord à appeler un verre, verre, même s'il va se prononcer différemment dans différentes langues, le verre a toujours la signification d'un verre. Et on emporte la même image. On ne va pas l'imaginer autrement que ce que l'on s'en fait. Et sinon, dans ces cas-là, ça s'appelle plus un verre, ça va s'appeler une bouteille, par exemple. Et voilà, il y a en fait ce système où on se met un petit peu d'accord sur la réalité
comment elle va se créer, se constituer. Alors forcément, tout ça, c'est des mécanismes inconscients qu'on travaille ailleurs. On n'est pas en train de conscientiser tout notre réel autour. Mais c'est vrai que avoir cette perception-là, le ressentir, ça donne un petit peu le vertige, ça remet tout en question. Et du coup, tout ça, en fait, il l'appelle comme des croyances racines, vous voyez. C'est un peu la codification sur laquelle tout le monde s'est mis d'accord et qu'on ne remet pas forcément en cause pour pouvoir vivre encore tous ensemble. Parce que si on remet en cause ces croyances racines, c'est difficile de rester dans ce plan de la matérialité. Si on se dit qu'il n'existe plus, que c'est faux et on ne le voit plus, on rentre plus en contact avec, on peut pas y rester en fait, tout simplement. Et donc lui, en tant qu'enseignant, c'est ce qu'il fait, c'est un petit peu ce qu'il apprend, les croyances racines de chaque plan, pour pouvoir en fait les utiliser pour être compris dans chaque plan, dans chaque dimension qu'il va visiter. Il y a toujours, c'est un peu ces codifications partout où il va, et il y a ce système en fait d'adaptation. Après, comme ils ne sont pas limités dans l'espace et le temps, ils ne nous précisent pas si c'est long ou pas, si ça prend vraiment beaucoup de temps ou pas, si c'est par exemple sur un temps terrestre où Jane Roberts elle était enfant jusqu'à adulte, si ça prend tant d'années sur ce plan terrestre pour pouvoir entrer en communication, ça ils ne le précisent pas, puisque c'est vraiment des mesures que nous avons nous dans notre plan, qu'il n'y a pas chez eux ou ailleurs. Alors encore une fois, il nous précise, il nous définit un petit peu l'âme dans son livre, et en même temps il nous dit qu'on est limité par notre 3D pour pouvoir en faire sa compréhension. Du coup, je vais vous lire la phrase qu'il y a vraiment dans le livre. Ça sera peut-être plus parlant que si moi j'essaye de vous expliquer ce concept. L'âme peut changer la focalisation de sa conscience, et elle utilise la conscience comme vous utilisez vos yeux. Et donc plus loin, on retrouve même l'âme, l'entité, est donc davantage que la conscience. Donc c'est encore un plan supérieur. Donc nos personnalités ont cette conscience, et au-dessus de cette conscience, que l'on partage aussi puisqu'il y a la conscience collective, il y a ce que l'on appelle l'âme. Voilà, ça serait un petit peu comme ça qui remet les choses. Il précise aussi que quand il entre en contact avec notre réalité, en fait c'est comme si qu'il rentrait dans l'un de nos rêves. Donc il y a encore cette conception où l'un n'est pas plus valide que l'autre. À la fois, notre réalité, là, qu'on a l'impression, quand on est éveillé, que c'est une réalité physique terrestre qu'elle a plus de validité que nos rêves, ben encore une fois, non. Les deux sont autant valides, c'est juste des modes de communication différents. Et il précise aussi que notre environnement, en fait, diffère du sien, dans le sens où nous projetons en fait nos actes mentaux dans la matérialisation. En fait, on manifeste nos actes mentaux dans tous ces objets que nous créons, tout cet environnement autour de nous que nous créons. Alors qu'ils les considèrent moins d'une manière aussi rigide, et ils n'ont pas besoin de la matérialiser pour leur donner une validité en fait d'existence. Voyez. Et encore une fois, il nous rappelle à quel point nous on est focalisé en fait sur cette réalité physique. On lui donne en fait toute son importance. On porte en fait notre attention vraiment que de ce côté-là, sans envisager tout ce qui se passe ailleurs. On est vraiment porté sur notre environnement autour, sur les choses qui nous semblent tangibles que l'on peut toucher. Alors qu'au final, c'est qu'un système d'illusion. Mais il nous rappelle que cette illusion, en fait, elle est créée par une réalité plus grande et qu'elle a quand même un but, une signification, puisqu'on est là en même temps pour apprendre quelque chose. Donc pour apprendre quelque chose, si on a besoin de cet univers matériel, il n'est pas là non plus pour rien. Donc à la fois c'est une illusion, mais ça ne veut pas dire que ça n'a pas son importance ni sa validité. Même chose pour les rêves. Vous voyez, tout est valide, tout est valable. Donc même quand vous faites un voyage chamanique ou méditatif, tout ce que vous allez y voir est valable pour vous. C'est vrai. Parfois, on me demande si c'est pas l'esprit qui imagine. Alors, il faut pas oublier que c'est une information que vous avez reçue, que vous traduisez ensuite en images. Mais c'est valide, vous l'avez reçu et vous l'avez pas reçu pour rien. Donc, tout est valide. Donc oui, à la fois, il y a une interprétation du mental pour pouvoir être compréhensible dans notre langage, là, sur Terre actuellement. Mais à la fois, c'est valide, vous avez reçu l'information. Elle est là. Donc, c'est vrai. Même si vous avez l'impression que c'est faux, que c'est un rêve, c'est virtuel, ça n'existe pas, pourtant vous l'avez reçu, vous vous êtes connecté. Donc c'est pas pour rien, c'est que ça a son importance. Comme tout le reste, en fait, tout est à la fois à prendre avec moins de sérieux,
mais en même temps, ça n'enlève pas la validité de chaque chose et son importance et son existence. Même si on est là dans une illusion, on existe quand même. On a décidé d'être là, on a fait ce choix pour apprendre des choses et ça n'enlève pas son importance à ce qu'on va apporter ensuite à cette conscience, à cette âme, à ce qui est plus haut. Et c'est vrai qu'on pourrait se poser la question en se demandant mais là, est-ce que ma vie a vraiment une réelle importance? Je suis juste une personnalité lambda dans une ville lambda en train de faire une profession lambda avec des amis lambda parce que à travers nos différentes incarnations, nos différentes vies, nous sommes pas tous forcément seigneurs, grands maîtres, je sais pas moi, acteurs, célébrités. On n'a pas tous cette notoriété-là, mais ça veut pas dire qu'on n'a pas notre importance sur Terre. C'est parce que là, dans nos codes, on donne de l'importance à ces personnes-là parce qu'on s'imagine qu'avoir de l'argent, du pouvoir, une notoriété, c'est être important. Mais au final, tout le monde est important sur cette planète. Même la plus infime vie, sans les micro-organismes, par exemple. Voilà, on va prendre un exemple, les micro-organismes. On n'en parle pas non plus tous les jours partout. Hein. Ce ne sont pas des influenceurs que l'on voit sur les réseaux sociaux. Et pourtant, ils sont hyper importants. Sans eux, on est mort. On vit en symbiose avec des milliards et des milliards de micro-organismes. Sans eux, on n'aurait peut-être pas eu cette vie-là sur Terre, on n'aurait peut-être pas eu les êtres humains, les animaux, etc. On a quand même une certaine richesse sur cette planète. Donc il n'y a pas une vie qui est plus importante, bien que on considère dans nos codes que l'humain est plus important. Ça tend à changer, ça tend à remettre l'humain au milieu de toutes ces vies, en considérant que toutes ont la même valeur, on tend vers ça et tant mieux. Et c'est ce qu'il essaye aussi de nous expliquer. Toutes nos personnalités sont autant valables et importantes les unes que les autres. Ça n'enlève rien même si on est dans un système de croyances et d'illusions. Si je prends un exemple, j'avais connecté à un moment aux annales akashiques et du coup j'avais vu la file de personnalités que j'avais pu incarner. Alors déjà c'était impressionnant parce que ça fait vraiment beaucoup. Et alors ce qui est drôle, je sais pas si c'est parce que c'est ceux qui sont les plus proches de moi dans cette temporalité-là, sur cette ligne de temps ou pas, c'est que j'en ai reconnu. Il y en a que je connais de visage, que j'ai déjà croisé, et je les ai reconnus sur cette file. Et du coup celui qui vient sur le premier de cette file le plus proche de moi, donc de la personnalité que je suis, c'est ce samouraï que j'ai été et qui est mort au combat. Donc techniquement, si je regarde là ma vie actuelle, je suis une personne lambda. J'ai pas une très grande importance dans cette société, alors que ce samouraï en avait beaucoup plus. Et pourtant, du coup, il fait partie de mes vies qui se sont déroulées avant si on regarde sur cette temporalité. Et pourtant, bah voilà, on aurait l'impression que lui, il a plus de valeur, il a plus d'importance quand même. Il était samouraï, hein, c'est pas rien, il était au service d'eux et en plus, il est mort au combat sur le champ de bataille. Enfin, il s'est du coup sacrifié pour la cause et c'est valeureux. Et bien pour autant, j'ai appris de lui. J'ai avancé et du coup j'ai évolué en ce que je suis là. Donc il faut se retirer aussi de cette idée de hiérarchie, qu'il y a des choses plus valables que d'autres, meilleures que d'autres, parce que ce sont en fait juste des codes de la société là actuelle. Si on reprend cette vie de samouraï ici, au final, il servirait plus vraiment là à l'heure actuelle. S'il veut partir au combat pour défendre une cause, son seigneur, il n'y a plus vraiment de sens, puisque là, au contraire, on ne donne pas de la valeur à ces schémas de guerre. On le voit aux informations, ce sont plutôt des informations négatives qui nous apportent plutôt de la peur, de l'anxiété, de l'angoisse, du stress, dans notre codification actuelle. Alors que dans les valeurs, si on revient en son temps, il avait fait ça pour la bonne cause. Pour son peuple, pour sa famille, parce que du coup je connais aussi sa famille. Donc voilà, si on devait regarder un petit peu comme ça à travers le temps, on se dit bah pourtant il y avait super importance, mais voilà, il faut relativiser en remettant aussi les choses dans le contexte. Donc tout a une valeur, tout a une importance, même les choses plus infimes qu'on ne parle pas, qu'on ne voit pas, c'est là. Donc toute forme de vie est valable. En fait, il faut qu'on arrive à se détacher de cette notion de supériorité. Il y a une évolution, il y a une avancée, mais ça ne veut pas dire que c'est mieux qu'eux. Parce que même au contraire, hein, moi je me dirais que là, la vie que je mène est quand même moins significative, moins importante que ce samouraï. Parce qu'il a quand même eu ce courage d'aller au combat jusqu'à en mourir. Donc, et c'est vrai qu'en même temps, je portais aussi,
Enfin, je porte toujours cette codification. Pour moi, ça me semble logique de se sacrifier en fait pour son Seigneur. Je comprends ce code d'honneur qu'il y avait à cette époque. Pour moi, c'est même une évidence. Pourtant, je le ferai pas. Hein. Si on m'envoie là à la guerre pour me sacrifier pour la personne qui dirige le pays, je le fais pas. Voilà. Sans commentaire davantage sur la personnalité qui représente notre pays, hein, sans traitement de valeur ou de jugement. Donc si je devais résumer, en fait, tout est important et à la fois notre vie, même si elle peut nous paraître banale, nos pensées qui sont créatrices, même si nous on se focalise sur le fait que la pensée, c'est juste une pensée et qu'elle fait partie de nous à l'intérieur de nous, il faut savoir que non, elle est créatrice. Donc Seth nous explique qu'elle part. Nous on a l'impression qu'elle disparaît, mais en fait elle ne disparaît pas, elle part pour créer quelque chose. Et ça, de façon tangible dans notre monde de la matière, on ne le voit pas, on ne s'en rend pas compte. On peut s'en rendre compte à travers justement les interactions quand on a un avis sur une personne et on lui envoie une pensée qui fait que ça influence son comportement et que ça va nous le montrer. Mais voilà, la pensée est créatrice, donc tout ce qu'on envoie va forcément prendre forme quelque part. Je vais dire forme sans imaginer que c'est forme dans la matière. C'est juste que ça prend une existence quelque part. Voilà, c'est peut-être le mot plus juste, ça prend une existence quelque part. Même si nous, on ne le voit pas, on ne le conscientise pas. Comme on est focalisé sur ce monde tangible qu'on appelle réalité, le monde de la matière, on ne le voit pas et on a l'impression qu'elles partent. C'est un peu la même chose aussi avec les émotions. Les émotions aussi, il explique qu'elles quittent notre esprit conscient et en fait, elles nous conduisent aussi dans d'autres environnements. On voyage aussi à travers nos pensées, nos émotions. On envoie un petit peu de nous-mêmes. C'est pour ça aussi que je vous expliquais que ça arrive très souvent, hein, c'est pas quelque chose de rare, de perdre des morceaux de soi, ce qu'on appelle des morceaux de son âme pour faire un recouvrement d'âme. Du coup, le mot le plus juste, ça serait peut-être recouvrement de personnalité, récupérer un morceau de sa personnalité au-delà de l'âme, puisque c'est un peu plus dans la définition quelque chose de supérieur, mais en même temps c'est pour être compris de tous, donc morceau d'âme c'est pas si illogique, hein, c'est un morceau de soi quoi en fait, qu'on va aller récupérer. Mais ça on le fait très très souvent, hein. À chaque fois qu'on pense à un endroit, on se projette. On peut rester là-bas. À chaque fois qu'on rêve, hein, on se projette dans différents plans, différentes dimensions, différentes réalités qui sont tout autant valides l'une que l'autre. Et en même temps, dans nos émotions, c'est la même chose. L'émotion nous renvoie à un souvenir, etc. Donc tous ces morceaux, on le fait de façon naturelle, hein, de perdre ces morceaux. C'est pas quelque chose de forcément grave. C'est quand vous en ressentez le besoin ou que vous en êtes appelé. Et parfois, vous pouvez vous en rendre compte dans vos rêves. Dans vos rêves, quand vous rêvez d'un milieu familier, vous pouvez vous rendre compte qu'il y a un morceau de vous là-bas qui est attaché, et en fait qui vous appelle, qui vous dit en gros viens me chercher. Et du coup, il faut le rappeler à soi. Alors, pour le rappeler à soi, dans le rêve, faut un peu mentaliser les choses. Donc c'est pas forcément évident dit comme ça, mais vous pouvez rêver de façon, on va dire, mentale, consciente, en choisissant où vous allez pour récupérer ce morceau. C'est possible de le faire tout seul. Si jamais vous n'y arrivez pas, faites appel à moi. Je vous ferai un recouvrement d'âme. Mais sachez que vous pouvez le faire aussi de vous-même, vous pouvez rappeler vos morceaux aussi à travers les rêves, ça peut être une façon de faire. Vous pouvez aussi par méditation, si vous voyez un petit peu où c'est localisé l'endroit, vous pouvez le rappeler à vous. D'ailleurs, quand j'ai connecté différentes vies, dont ce samouraï, c'était en recouvrement d'âme. Donc j'ai revécu le passage où je suis mort sur ce champ de bataille, et je pense que ça avait été tellement fort que j'avais imprégné un morceau de moi là-bas. Donc c'est pour ça que je suis allée chercher cette partie de moi. Bon, il n'y avait pas que ce passage-là, mais voilà, ça faisait partie. C'est un des premiers recouvrements d'âme que j'ai fait. C'est pour ça que je vous en parle, parce que c'est un souvenir assez prégnant. Comme c'était le premier, j'avais beaucoup de morceaux, on va dire, aussi. Mais voilà, au moins ça a permis aussi de connecter à ces différentes vies. Et encore une fois, quand vous voulez voyager à travers les annales akashiques comme ça pour un petit peu faire la lecture de vos vies, de toutes vos vies, allez-y en expérimentant par vous-même, plus que en demandant à quelqu'un
de le faire pour vous, de lire à travers vous. Parce qu'encore une fois, on connecte à des énergies, on n'a pas forcément l'information. C'est mieux quand vous allez voyager, que vous avez, je sais pas, des ressentis, des images, des interrogations par rapport à ça, et qu'à ce moment-là, vous en parliez à la personne qui vous y emmène, et que vous cherchiez ensemble une compréhension, une interprétation, si c'est possible, plus que de laisser l'autre dire à votre place. Vous voyez, je pense que c'est toujours dans sa propre expérimentation que l'on arrive à mieux se comprendre, que plus en laissant les clés à quelqu'un d'autre et en se disant vas-y. Ah bah tiens, en parlant de clés, c'est un petit peu comme si vous donniez les clés de votre appartement, vous laissez la personne faire le tour de votre appartement et ensuite de vous définir. Alors sachant que dans votre appartement, si vous ne vivez pas seul, il y a des objets qui vous appartiennent et des objets qui ne vous appartiennent pas. Donc forcément, la personne, si elle voit les objets, elle va vous dire ah bah vous êtes comme ci, comme ça, comme ci, comme ça, mais ces objets vous appartiennent peut-être pas forcément. Bah si vous voulez, c'est un petit peu comme ça, quand vous faites les annales akashiques, vous donnez les clés, vous laissez la personne aller quelque part et deviner ce que vous êtes. Donc elle pourra pas faire à votre place. Quand on reçoit une information énergétique, il faut que ce soit vraiment pour soi. Et à ce moment-là, vous aurez peut-être des ressentis corporels, des visions. C'est vrai que de mon point de vue, c'est plus facile en fait quand on a des visions de les interpréter. Quand on se voit samouraï mourir sur un champ de bataille, c'est pas trop compliqué à comprendre. Si j'avais ressenti à ce moment-là la douleur du champ de bataille de ma mort, ça aurait été différent. J'aurais eu du mal à comprendre pourquoi je me suis connectée à cette douleur. Vous voyez, j'aurais eu besoin de chercher, de faire plus de recherches. Donc pour moi, c'est plus facile en visualisation. Mais bon, après, ça dépend chacun. Donc voilà ce que je pouvais dire un petit peu sur ce chapitre 3. Je pense que je m'en suis pas mal éloignée aussi. J'ai donné pas mal de mon avis et de mes idées et de mes croyances aussi. Donc comme toujours, prenez ce qui résonne en vous, prenez ce qui vous parle, prenez le message qui résonne pour vous, qui rentre en résonance avec votre intelligence, votre conscience, plus que de donner crédit à tout ce que je dis en vous laissant embarquer corps et âme dans mes tergiversions. Voilà, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui et je vous envoie toutes mes amitiés. À bientôt.